Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Jérémy Berlemont, rédacteur en chef de la revue L'Ami de la concurrence, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 questions A. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la politique de concurrence dans un contexte international incertain. La période actuelle est marquée par une incertitude économique et politique, pour reprendre les mots de Benoît Cœuré, président de l'autorité de la concurrence. Cette incertitude est notamment internationale, sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis, guerre commerciale qui semble avoir été évitée avec la signature au cours de l'été 2025 d'un accord cadre avec l'Union européenne. Mais à cela s'ajoute également une situation géopolitique internationale tendue, où les conflits armés entre États, conflits actuels ou potentiels, émergent aux 4 coins du globe. Dans un tel contexte international incertain, justement, comment est-ce que ces guerres vont pouvoir être prises en compte et influencer la politique de concurrence? Est-ce qu'il existe, dans le droit de la concurrence, des solutions qui permettront aux entreprises de faire face à ces obstacles? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vivien Terrien, vice-président de l'autorité de la concurrence. Vivien Terrien, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans les locaux de l'autorité de la concurrence. Bienvenue. Merci. Concernant la première question et concernant le contexte que nous venons de décrire, quelle serait l'attitude à adopter selon vous vis-à-vis des grands opérateurs numériques non européens? Est-ce qu'il serait préférable de faire preuve de mansuétude à leur égard et de les orienter vers les bonnes pratiques afin de respecter le droit de la concurrence et les marchés nationaux et européens? Ou au contraire, est-ce qu'il faudrait faire preuve de plus de sévérité? Mansuétude ou plus grande sévérité, ni l'un ni l'autre. Dans le contexte incertain, il me semble que l'attitude d'une autorité de concurrence doit justement être d'assurer la stabilité, et une stabilité à travers sa pratique décisionnelle et puis son attitude. C'est ce que l'on essaye de faire à l'autorité. Vous avez probablement en tête les mesures conservatoires qu'on a prises en 2023 à l'encontre de l'entreprise Meta. En 2024, nous avons sanctionné Google pour non-respect de ses engagements dans l'affaire des droits voisins. Et en 2025, c'est Apple qui a été sanctionné pour la mise en œuvre de son dispositif ATT. Finalement, nous continuons notre business as usual en assurant justement cette sécurité juridique, en ayant cette stabilité. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas conscients de cette incertitude, ou en tout cas d'une certaine tension d'approche ou de divergence d'approche. Mais cette divergence doit être, encore une fois, relativement nuancée. La divergence d'approche est avant tout une divergence quant aux moyens. Les moyens, c'est un reflet d'une certaine culture juridique. Outre-Atlantique, nous avons une approche qui est basée sur un modèle qui est judiciaire et qui, in fine, conduit à des sanctions. Le modèle européen, lui, est un modèle plus administratif et qui a comme clé de voûte des régulations ex ante. Donc sur les moyens, oui, il y a une certaine tension, une certaine divergence. Quant aux objectifs, là, je pense que nous avons une identité entre les deux approches. L'idée étant de limiter les pouvoirs de marché pour qu'il n'y ait pas d'abus et puis de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. Et sur ces objectifs-là, on se retrouve. Donc finalement, nous n'avons pas de grandes divergences. Les divergences principales, encore une fois, je pense qu'on peut les identifier assez rapidement. Nous avons une divergence au niveau de la prise en compte de la diversité, dans le cadre de l'inclusion, et puis une divergence au niveau de la prise en compte des éléments de durabilité, donc dans les arguments qui sont basés sur la protection de l'environnement, où là, effectivement, nous pouvons avoir des tensions au niveau des politiques de concurrence. Finalement, cela se limite à ces quelques éléments. Pour ce qui est du secteur du numérique, pour revenir à votre question et aux grands acteurs, nous continuons notre étude de ce marché et là actuellement, après avoir adopté un avis sur le secteur de l'informatique en nuage et un avis sur l'intelligence artificielle générative, donc en 2023 et en 2024, nous continuons à examiner ce secteur-là pour éventuellement identifier quelques pratiques ou des risques anticoncurrentiels en examinant les relations entre intelligence artificielle et le secteur de l'énergie. Donc, business as usual. Et qu'en est-il des entreprises françaises? On sait que dans un tel contexte compliqué, les entreprises pourraient être tentées de se coordonner, soit directement, soit indirectement via leurs organisations professionnelles. Or, historiquement, les autorités de concurrence et les juridictions nationales sont contre ce genre de rapprochement. Est-ce qu'il serait possible, selon vous, d'envisager une évolution des pratiques des autorités et des juridictions pour
tenter de relever ces défis? Alors, quand vous dites qu'on est contre ce type de rapprochement, encore faut-il définir le type de rapprochement. Car la coordination entre entreprises est la bienvenue, à partir du moment où elle se fait dans le cadre qui est prévu pour ce type de coordination. Dans le cadre des lignes directrices sur les accords de coopération horizontale, les entreprises peuvent se coordonner. Ça offre un cadre juridique plutôt sûr, clair, et en temps d'incertitude, on peut effectivement avoir recours à ce type de coordination. Puis finalement, quand vous dites qu'on est contre, là encore, je nuancerai ce propos pour la bonne et simple raison que nous sommes ouverts à des coordinations sur d'autres éléments. C'est ce qui, finalement, est en train de se discuter dans le cadre de la révision sur les lignes directrices concentration, où là, d'autres éléments sont apparus dans le débat sur la notion de résilience, sur la notion de souveraineté. Encore faut-il définir ces nouveaux aspects et voir comment, finalement, ils peuvent être pris en compte dans l'analyse concurrentielle qu'une autorité se doit de faire. Donc finalement, ces coordinations entre entreprises sont les bienvenues dans ce cadre-là. Maintenant, il est évident que si l'on parle de cartel de crise, si l'on parle de coordination sur les prix, là, effectivement, les autorités ont plus de difficultés d'accepter ce type de solution, même en temps incertain, pour la bonne et simple raison que vous allez avoir une réponse à un niveau problématique, éventuellement. Il n'est même pas certain que ça le règle quand on regarde la doctrine ou les analyses qui sont faites des cartels de crise, même pas certain que ce soit une véritable réponse. Mais de toute façon, même si ça répondait à un niveau problématique, le problème serait répercuté tout au long de la chaîne. Donc si ce n'est pas ces entreprises-là qui auront le problème parce qu'il y aura cette coordination, ce sera éventuellement le consommateur qui en paiera le prix. Là encore, nous avons une attitude, que ce soit en temps de crise ou pas, qui est stable et qui effectivement ne va pas favoriser ce type de coordination. En tout état de cause, quand je dis que les autorités sont, en tout cas pour ce qui est de l'autorité française de concurrence, quand on est ouvert à la discussion, il y a tout de même ce point de départ qui est que toute justification doit être basée sur l'intérêt général et non pas des intérêts particuliers. Ensuite, je ne suis pas certain que le droit des pratiques anticoncurrentielles soit également une réponse aux problèmes que les cartels de crise éventuellement ou les coordinations souhaitent régler. Puisque pour ce type de problématique, il y a d'autres cadres réglementaires qui existent et là je vous renverrai au droit des aides d'État, par exemple, qui là aussi offre un cadre réglementaire qui est relativement clair, une jurisprudence qui est abondante et des cadres parfois assouplis temporairement pour les périodes de crise, comme on l'a pu le voir pour la crise bancaire dans le secteur financier, la crise sanitaire ou la crise énergétique. Et puis, pour ce qui est en dehors de la politique de concurrence, mais la politique de commerce extérieur, puisque dans le cadre de ces incertitudes, et les entreprises françaises peuvent également souffrir des niveaux de droits de douane, par exemple, nous avons d'autres instruments, tels que les mesures de sauvegarde, par exemple, qui peuvent être prises au niveau de l'Union, ce qui est le cas dans le secteur de l'acier, ou encore les mesures qui sont prévues dans le cadre de l'instrument anti-coercition, même s'il semblerait qu'il n'y ait pas une grande volonté de le mettre en œuvre, en tout cas pour l'instant. Mais d'autres réponses peuvent être apportées en dehors du droit des pratiques anticoncurrentielles. Et serait-il possible d'introduire un système d'orientation informelle tel qu'elles existent actuellement pour le développement durable, qui ont été mises en place par l'autorité de la concurrence et qui permettraient d'apporter un peu plus de sécurité juridique à ces entreprises? Effectivement, l'autorité a adopté un communiqué sur les orientations informelles en matière de développement durable en 2024 et depuis, nous avons adopté 2 orientations informelles, une en juillet 2024 dans le secteur de la nutrition animale et puis d'autres orientations informelles en 2025 qui concernaient la transition agroécologique. Cet instrument est un instrument qui a été souhaité par l'autorité pour encourager les entreprises à venir présenter les projets en amont, donc des projets, donc pas des pratiques déjà mises en œuvre, donc des projets sur lesquels effectivement l'autorité joue le rôle de conseiller, parce que c'est également le rôle de l'autorité, donc conseiller les entreprises, et d'avoir cette politique de porte ouverte. Maintenant,
il faut bien comprendre la limite de l'exercice. Appliquer ce type d'orientation dans le cadre d'autres secteurs que le développement durable serait tout à fait envisageable. La Commission vient de le faire actuellement, vient de prendre ses premières orientations informelles. Donc l'autorité pourrait tout à fait suivre ce chemin-là. C'est même cohérent avec cette politique de porte ouverte qu'on souhaite avoir. Maintenant, 2 écueils sont à éviter. Le premier, c'est de devenir régulateur. L'autorité n'est pas régulateur. Ce n'est pas à l'autorité, effectivement, de réguler ces pratiques-là, mais de conseiller. Donc ça, c'est un premier écueil à éviter. Et puis, on nous ferait de toute façon ce reproche-là. Et ensuite, le deuxième écueil, il est finalement d'utiliser des ressources qui sont limitées. Et surtout, vous parliez des temps de crise, nous sommes dans un temps de contraintes budgétaires. Et d'utiliser les effectifs de l'autorité pour ce type d'exercice est effectivement tout à fait dans la mission de l'autorité, mais est chronophage et doit conduire à des choix et à des priorités. S'engager dans un processus d'orientation informelle pour d'autres domaines que le développement durable est effectivement envisageable à partir du moment où on prend en compte ce problème d'effectifs. Je pense que l'autorité souhaite faire un bilan de sa pratique, même si nous avons eu que 2 orientations informelles en matière de développement durable, mais c'est un bilan de sa pratique pour voir comment améliorer peut-être ce processus-là et l'étendre, pourquoi pas, à d'autres domaines, puisque là encore, cela nous permet d'avoir ce rôle de conseiller aux entreprises, qui est un rôle que l'autorité souhaite effectivement avoir. Vivien Terrien, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Vous retrouverez une version enrichie de cet entretien dans la revue L'Ami de la concurrence d'octobre 2025, et notamment les questions relatives aux droits des concentrations. À bientôt pour un nouvel épisode.